En 1990, une adolescente de l'Oregon a disparu sans laisser de traces, laissant ses parents sans réponse pendant plus de 2 décennies. Mais 22 ans plus tard, son père feuillette un vieil album de fin d'année scolaire lui appartenant. Et ce qu'il remarque à ce moment-là change tout. La brume s'est élevée de l'océan Pacifique, enveloppant la ville côtière de Mornington, dans l'Oregon, de son habituel voile matinal. Frank Sanders se tenait à la fenêtre de la chambre de sa fille, observant les volutes de brouillard qui tourbillonnaient autour du phare au loin. La beauté pittoresque de cette petite ville, avec ses forêts épaisses et ses falaises abruptes surplombant l'océan, avait toujours été une source de réconfort pour lui, jusqu'à il y a 22 ans, lorsque sa fille avait disparu sans laisser de traces. Frank se détourna de la fenêtre, ses yeux balayant la chambre restés intacts. Tout était exactement comme Alicia l'avait laissé ce jour de printemps, 1990, quelques semaines après sa remise de diplôme du lycée. Les posters étaient encore accrochés au mur. Son bureau restait bien rangé, avec ses manuels et ses cahiers, et son placard était toujours rempli de vêtements qui n'avaient pas été portés depuis plus de 20 ans. « Il est temps », murmura-t-il pour lui-même, repensant à la conversation qu'il avait eue la veille avec sa femme, Hélène. Ils avaient finalement convenu qu'après 22 ans, il devait accepter qu'Alicia ne reviendrait jamais. Aujourd'hui serait le jour où il trierait ses affaires, donnerait ce qui pourrait servir à des enfants dans le besoin et montrait dans le reste au grenier. Frank ouvrit la fenêtre pour laisser entrer de l'air frais, ce qui souleva aussitôt des années de poussière accumulée. Il éternua, s'essuya les yeux, puis se dirigea vers le placard pour commencer à sortir les vêtements d'Alicia. Chaque pièce faisait remonter des souvenirs. Son pull bleu préféré, la robe qu'elle avait portée au bal de fin d'année, le jean usé avec les patchs qu'elle avait cousus elle-même. Il travaillait méthodiquement, plaçant les objets dans différentes boîtes. Une pour les dons, une pour le grenier, une pour les souvenirs. Lorsqu'il atteignit les fournitures scolaires, il hésita. Elles représentaient les rêves de sa fille, son avenir qui n'avait jamais vu le jour. Elle avait été acceptée à l'université de l'Oregon et prévoyait d'étudier la biologie marine. En triant manuel et classeur, Frank tomba sur un livre qu'il ne reconnaissait pas. L'album de fin d'année du lycée d'Alicia. Curieusement, il réalisa qu'il ne l'avait jamais feuilleté auparavant. Dans les jours douloureux qui avaient suivi sa disparition, ni lui ni Hélène n'avaient eu le courage de regarder le visage souriant d'Alicia figé dans ses pages, entouré de camarades qui, eux, avaient continué leur vie. Frank s'assit sur le bord du lit et ouvrit l'album. Le poids de l'objet dans ses mains semblait significatif, comme s'il tenait entre ses doigts un fragment de la vie de sa fille, resté intact. Il tourna les pages brillantes jusqu'à trouver le portrait de fin d'année d'Alicia. Son sourire, si lumineux et plein d'espoir, lui transperça le cœur. « 22 ans », murmura-t-il en passant doucement son doigt sur son visage. « Il faut que j'apprenne à te garder dans mon cœur sans cette douleur, ma chérie. » Son regard glissa vers la photo à côté de celle d'Alicia, celle de sa meilleure amie, Amy Davidson. Le visage d'Amy fit remonter en lui des souvenirs de soirées pyjama, de dîners à leur table, de rires et de secrets chuchotés entre les deux filles. Frank se rendit compte qu'il n'avait plus eu de nouvelles d'Amy depuis des années. Après la disparition d'Alicia, Amy était venue les voir régulièrement pendant quelques mois, mais puis, elle avait cessé de venir. Curieux, Frank feuilleta la section contenant les profils des élèves. Chaque terminale avait une page avec une courte biographie et une citation personnelle. Il trouva celle d'Alicia et lut les mots qu'elle avait écrits. À une époque où tout lui semblait encore possible. Merci à papa et maman de toujours croire en moi. Merci à mes profs qui m'ont poussé à faire mieux et à ma meilleure amie Amy. N'oublie pas de me rendre mon livre, Le Jardin secret, édition illustrée. Vieille mamie, je t'aime pour toujours. Frank eut un petit rire, mêlé de tendresse et de tristesse. Cette taquinerie affectueuse envers Amy, c'était tellement elle. Il tourna la page et lut le profil d'Amy qui parlait de poursuite de ses rêves, de détermination et de courage. L'esprit de Frank revint au livre qu'Alicia avait mentionné. Le Jardin secret avait toujours été son préféré depuis l'enfance. Elle collectionnait différentes éditions. Amy lui avait-elle jamais rendu ce livre ? Il ne se souvenait pas l'avoir vu parmi les affaires d'Alicia. Poussé par la curiosité, Frank commença à fouiller dans les boîtes de livres d'Alicia. L'air poussiéreux de la chambre lui irritait les yeux et le nez,
Alors il décida de transporter les boîtes dans le salon pour mieux respirer. Dans le salon, il vida les boîtes méthodiquement, étalant livres et magazines sur la table basse et le sol. Il y avait des romans fantastiques, des manuels scientifiques, des revues de nature, mais aucune trace de l'édition illustrée du Jardin secret. Frank se demanda si Amy l'avait toujours après toutes ces années. Sur un coup de tête, il regarda au fond de l'album et trouva une section où les élèves avaient écrit leurs coordonnées. Amy y avait inscrit son numéro de téléphone, avec une note « Appelle-moi quand tu veux, BFF ». Frank prit son téléphone et composa le numéro, sans trop croire qu'il serait encore en service après 22 ans. Comme prévu, un message automatique lui indiqua que le numéro n'était plus attribué. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit et Hélène entra, les bras chargés de sacs du marché. Elle s'arrêta net en voyant les livres et les magazines éparpillés dans le salon. « Frank, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, d'une voix mêlée de surprise et de douleur. « Je triais juste les affaires d'Alicia, comme on l'avait prévu, » répondit Frank en se levant. Le visage d'Hélène se durcit. « On avait dit qu'on rangerait ses affaires, pas qu'on les étalerait dans toute la maison. Je croyais qu'on avait décidé d'aller de l'avant, pas de replonger dans le passé. » « Je ne replonge pas, Hélène. J'ai trouvé son album et je cherchais quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait être si important ?» dit-elle en déposant ses sacs sur le comptoir de la cuisine, les gestes raides de colère. Frank lui montra l'album, pointant la note d'Alicia à propos du livre. « Elle parle d'un livre qu'Amy lui avait emprunté. Je me suis demandé s'il était parmi ses affaires. » Hélène soupira longuement. « Un livre ? Frank, ça n'a plus d'importance. Les livres d'Alicia prennent juste la poussière. On ne va pas embêter Amy pour ça. Elle a probablement oublié aussi. Tu sais où est Amy maintenant ? Demanda Frank, changeant légèrement de sujet. Oui, je la croise parfois en ville. Elle vit dans un camping-car, répondit Hélène, en commençant à déballer ses courses. Je pensais peut-être aller lui rendre visite, dit Frank prudemment. Pas seulement pour le livre, bien sûr. Ça fait si longtemps qu'on ne l'a pas vue, et elle faisait presque partie de la famille. Hélène s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Frank, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Je n'ai rien contre Amy, mais je ne suis pas prête à la revoir. Hier soir, on avait dit qu'on rangerait et qu'on ferait notre deuil. Aller voir Amy aujourd'hui, c'est tout le contraire. » Elle désigna le désordre dans le salon. « Je vais rester ici et tout remettre dans les boîtes comme prévu. Si tu veux y aller, c'est ton choix. » Frank hocha la tête. Il comprenait sa réticence. C'était une idée spontanée. « J'irai seul alors. » Hélène lui indiqua où Amy avait l'habitude de garer son camping-car, mais le mit en garde. « Ne sois pas trop insistant, Frank. La disparition d'Alicia a dû la marquer aussi. Elles étaient comme des sœurs. » Frank rassembla l'album, son téléphone, son portefeuille et ses clés de voiture. En quittant la maison, il jeta un dernier regard à Hélène, qui avait déjà commencé à remettre soigneusement les livres d'Alicia dans les boîtes. Il ressentit une pointe de culpabilité en la laissant s'occuper seule du rangement, mais quelque chose l'attirait vers Amy, vers des réponses à des questions qu'il ne s'était même pas encore formulées. La porte se referma derrière lui alors qu'il sortait dans le matin brumeux de Mornington, serrant contre sa poitrine l'album de fin d'année. Frank emprunta les routes sinueuses longeant la côte de Mornington, suivant les indications d'Hélène, jusqu'au terrain de camping où vivait désormais Amy Davidson. Le trajet dura environ 20 minutes, l'emmenant à l'écart du centre-ville, vers un quartier modeste où plusieurs camping-cars étaient stationnés le long d'une bande bordant une zone boisée. Il gara sa voiture et balaya l'endroit du regard, essayant de deviner lequel pouvait être celui d'Amy. Il y avait une douzaine de véhicules, de taille et d'état variés. Certains semblaient installés de manière permanente, avec de petits jardins plantés à côté et des meubles d'extérieur. Frank s'approcha d'un homme qui lavait les vitres de son camping-car. « Excusez-moi, je cherche Amy Davidson. Savez-vous lequel est le sien ?» L'homme désigna un véhicule bleu et blanc tout au fond du terrain. « C'est celui d'Amy, une femme gentille. Elle reste plutôt discrète. » Frank le remercia et se dirigea vers le camping-car indiqué. Il était modeste mais bien entretenu, avec une petite plante en pot posée près de la porte. Il inspira profondément et frappa. Après un instant, la porte s'ouvrit. Une femme d'une quarantaine d'années se tenait là. Ses cheveux blonds, mêlés de mèches grises, le visage marqué de rides discrètes. Elle regarda Frank avec une expression polie, mais sans le reconnaître. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. Frank réalisa soudain qu'il ne pouvait pas se reconnaître.
La dernière fois qu'ils s'étaient revus, Amy était une adolescente et lui avait 22 ans de moins. « Amy, je suis Frank Saunders, le père d'Alicia. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise puis se remplirent d'un mélange d'émotions, reconnaissance, tristesse, chaleur. « Monsieur Saunders, oh mon Dieu, entrez, je vous en prie. » Elle ouvrit la porte en grand. Frank monta les 2 petites marches pour pénétrer dans l'espace de vie compact mais chaleureux. L'intérieur était propre, décoré avec soin. Photos, petites plantes, coussins colorés. « Installez-vous. Voulez-vous un café ?» demanda Amy en désignant la petite table. « Un café, ce serait gentil. »« Merci », répondit Frank en s'asseyant. Amy prépara le café avec des gestes calmes, presque hésitants, comme si elle se donnait du temps pour assimiler cette visite inattendue. « Qu'est-ce qui vous amène ici après toutes ces années ?» demanda-t-elle en posant une tasse fumante devant lui, puis en prenant place en face. Frank sortit l'album qu'il avait apporté. « Je suis tombé là-dessus aujourd'hui en rangeant la chambre d'Alicia. Je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vraiment feuilleté. » Les yeux d'Amy se posèrent sur le livre. « Je me souviens de cet album, » dit-elle doucement, tendant la main pour toucher la couverture. Frank l'ouvrit à la page du profil d'Alicia et montra la note parlant du livre à rendre. « Elle mentionne ce livre ici. Est-ce que tu le lui as rendu à l'époque ?» Le visage d'Amy s'adoucit d'un sourire triste. « Non, j'étais tellement étourdi à l'époque, et Alicia le savait. Elle me taquinait tout le temps à ce sujet. » Elle se leva et alla fouiller dans un placard sous son lit. Après quelques instants, elle sortit un vieil exemplaire de The Secret Garden, édition illustrée. « J'oubliais sans cesse de le lui rendre, et après sa disparition, je n'ai jamais pu m'en séparer. C'est tout ce qui me reste d'elle. » Amy tenait le livre avec une grande délicatesse, comme s'il était en verre. « Est-ce que cela vous dérangerait beaucoup si je le gardais? Il est devenu très précieux pour moi au fil des ans. » Frank hocha la tête, comprenant parfaitement. « Bien sûr, tu peux le garder. » Amy lui tendit le livre et Frank l'ouvrit doucement. Les pages étaient alors jaunies par le temps, mais les illustrations restaient éclatantes. En les feuilletant, il s'arrêta sur une page utilisée comme marque-page. C'était un morceau arraché d'un magazine de mode pour adolescents. Il le déplia et découvrit une photo de mannequin adolescent. Un jeune garçon en vêtements stylés attira son attention. Quelque chose chez lui semblait familier. « Qui est-ce » demanda-t-il en pointant le modèle. Amy se pencha pour regarder. « C'est Jason Murray, il était dans notre classe. » Frank retourna à l'album et trouva la photo de Jason, non loin de celle d'Alicia. « Je me souviens maintenant. Il avait du talent pour poser à cet âge. Il fait encore un peu de mannequinat à ce que j'ai entendu dire. Il a même lancé sa propre marque, » répondit Amy. Frank leva les yeux. « Hélène m'avait dit une fois que tu sortais avec Jason à l'époque. Je n'y avais pas prêté attention. » Le visage d'Amy changea immédiatement. « Ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai jamais fréquenté Jason. En fait, je ne l'ai jamais aimé. Il était plutôt proche d'Alicia pendant un moment. » Cette révélation surprit Frank. « Alicia ? Ni elle ni Hélène ne m'ont jamais parlé de lui. C'était en première, environ 1 an avant la remise des diplômes, » expliqua Amy. Jason avait un faible pour elle pendant quelques mois, mais ça n'a pas duré. Quand on a compris quel genre de personne il était vraiment, on s'est éloigné de lui. Alicia n'en a plus jamais parlé. Amy s'interrompit, comme si un souvenir refaisait surface. En fait, maintenant que j'y pense, je les ai vus discuter quelques fois pendant la dernière année. Ils avaient l'air proches, ce qui m'étonnait, car on avait décidé qu'il était dangereux. Alicia m'a même posé des questions étranges à son sujet. « Quel genre de questions ?» demanda Frank, intrigué. Elle voulait savoir si quelqu'un comme Jason avait simplement besoin d'aide pour changer, s'il n'était pas aussi mauvais qu'on le pensait. Elle m'a même demandé de passer devant chez lui une fois. Elle voulait voir où il vivait. J'ai trouvé ça bizarre, mais Alicia avait toujours un cœur tendre. Elle voulait voir le bon côté des gens. Frank fronça les sourcils. La police était-elle au courant de ça quand ils ont enquêté sur sa disparition? Oui. Je leur ai dit. Ils ont interrogé toute la classe, y compris Jason. Mais à l'époque, Alicia sortait avec Brandon Knox. Il était leur principal suspect au début. Frank hocha la tête. Je me souviens de Brandon. Il venait souvent la chercher chez nous. On se méfiait de lui aussi, mais il avait un alibi solide le jour de sa disparition. Il a quitté la ville peu après, je crois. Trop de pression, sans doute. L'esprit de Frank s'emballait. Et Jason? Qu'est-il devenu? Je ne sais pas vraiment.
Alicia ne montrait aucun intérêt pour lui à part ces quelques questions. Frank regarda encore une fois la photo de Jason dans le magazine. Pourquoi Alicia aurait-elle utilisé cette page comme marque-page? Et pourquoi aurait-elle été proche de lui sans que ni moi, ni Hélène ne le sachions? Il partagea sa réflexion avec Amy qui répondit « C'était un numéro de son magazine préféré. Je détestais tellement Jason qu'un jour, Alicia a arraché la page où il apparaissait. Elle l'a pliée et a dit qu'il n'y avait rien de mieux à en faire qu'un marque-page. » Frank réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Tu sais où se trouve Jason aujourd'hui ?» demanda-t-il. Amy prit son téléphone et fit défiler quelques messages. « En fait, notre groupe d'anciens élèves du lycée a organisé une réunion le week-end dernier chez Jason. Je n'y suis pas allé, mais ils ont partagé son adresse dans le groupe de discussion. » Elle montra le message à Frank. « Tu veux bien m'envoyer cette adresse ?» demanda-t-il en sortant son propre téléphone. Ils échangèrent leur numéro et Amy lui transféra l'information. « Tu penses que Jason pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre ?» demanda Amy, hésitante. « Je ne sais pas, » admit Frank. « Mais j'aimerais que la police soit au courant de sa relation avec Alicia, même si elle fut brève. Le fait qu'aucun de nous, ni Hélène, ni moi, n'en ait jamais entendu parler, me rend curieux. » Quand Alicia a commencé à sortir avec Brandon, tout était ouvert, transparent. Frank se leva, remercia Amy pour son temps et les informations. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Amy posa une main sur son bras. « Dis bonjour à Hélène de ma part, dit-elle, et merci de me laisser garder le livre. Il compte plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. » Frank acquiesça, l'annuaire scolaire sous le bras, alors qu'il ressortait dans la lumière de l'après-midi, l'esprit chargé de nouvelles questions sur la vie et la disparition de sa fille. Frank s'assit dans sa voiture, l'annuaire posé sur le siège passager à côté de lui. Son esprit tournait à toute vitesse avec les informations qu'Amy lui avait révélées. Apprendre qu'Alicia avait été proche de Jason Murray, même brièvement, le troublait. Non pas à cause de Jason lui-même, mais parce que ni lui ni Hélène n'en avaient jamais rien su. Il sortit son téléphone et appela le détective Ron Keller, l'enquêteur chargé de l'affaire d'Alicia à l'époque. Frank savait qu'il était désormais à la retraite, mais toujours installé en ville. L'appel bascula sur la messagerie vocale. Rien d'étonnant pour un dimanche après-midi. Frank regarda son téléphone, puis l'adresse qu'Amy lui avait envoyée. Il aurait dû rentrer chez lui, auprès d'Hélène. Il savait qu'il lui avait promis qu'il tournerait enfin la page aujourd'hui. Mais quelque chose dans ce qu'Amy avait dit, et ce fichu marque-page, le rongeait. La curiosité d'Alicia pour la maison de Jason, ses questions sur la possibilité qu'il puisse changer. « Juste un petit détour », murmura-t-il en démarrant la voiture. « Juste pour voir où c'est. » 20 minutes plus tard, Frank se retrouva dans l'un des quartiers les plus aisés de Mornington. De grandes maisons avec pelouse impeccable bordaient toutes les rues calmes. Un contraste saisissant avec la modeste demeure où lui et Hélène avaient élevé Alicia. Il trouva l'adresse de Jason, une vaste maison à 2 étages, avec une allée circulaire et un aménagement paysager professionnel. La propriété, bien plus grande que les autres autour, témoignait de la réussite de Jason depuis le lycée. Frank gara sa voiture de l'autre côté de la rue, à distance, observant la maison. Le portail d'entrée était ouvert, et alors qu'il regardait, un homme sortit de la maison, accompagné d'une jeune femme. Même à cette distance, Frank reconnut une version plus âgée du garçon de l'annuaire. Jason Murray, maintenant dans la quarantaine, toujours aussi séduisant, avec l'assurance de quelqu'un habitué au succès. Jason accompagna la femme jusqu'à sa voiture, l'embrassa sur la joue, puis lui fit un signe de la main alors qu'elle s'éloignait. Alors qu'il se retournait pour rentrer, son regard croisa la rue et s'arrêta sur la voiture de Frank. Ce dernier réalisa trop tard que ses vitres n'étaient pas teintées, il était clairement visible. La posture de Jason changea immédiatement. Il devint méfiant, sur ses gardes. Frank comprit qu'il n'y avait plus rien à cacher. Il coupa le moteur, sortit de la voiture et s'approcha du portail. « Bonjour » lança-t-il en essayant de paraître détendu. « Jason Murray, n'est-ce pas ?» Jason ne répondit pas à la salutation. « Qui êtes-vous et pourquoi regardiez-vous ma maison ?» demanda-t-il d'un ton immédiatement hostile. « Vous êtes un paparazzi? Un journaliste? »« Désolé, je ne voulais pas vous déranger, » répondit Frank en s'arrêtant à une distance respectueuse. « Je m'appelle Frank Sanders. Je suis le père d'Alicia Sanders.
Elle était dans votre promotion et a disparu il y a 22 ans. L'expression de Jason changea aussitôt. Ses yeux se plissèrent. Que voulez-vous? Frank fut surpris par la froideur de la réponse. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une réunion d'anciens élèves ici le week-end dernier. Je cherche juste à obtenir des informations sur ma fille. On m'a dit que vous aviez été proche d'elle à une époque. Qui vous a dit ça? Lança Jason, sec. Amy. Elle n'est même pas venue à la réunion. Frank tenta de garder son calme. Je ne cherche pas de problème, juste des réponses. Cela fait 22 ans et nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à Alicia. Pourquoi me posez-vous ces questions? Répondit Jason, sur la défensive. Je n'ai jamais été son petit ami. Je la connaissais à peine et elle ne m'attirait pas. Je l'ai dit à la police à l'époque et je n'apprécie pas qu'on me questionne encore là-dessus. Frank fut déconcerté par l'intensité de la réaction. Je n'ai jamais dit que vous étiez son petit ami. J'ai juste entendu dire que vous étiez proche à un moment. Si on s'est parlé au lycée, c'était sûrement parce que je lui avais emprunté de l'argent ou que j'avais besoin d'aide pour mes devoirs, répondit Jason d'un ton désinvolte. J'ai toujours rendu ce que j'empruntais. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. J'ai tout dit à la police, à l'époque. Malgré ses paroles détachées, Frank remarqua que le langage corporel de Jason devenait de plus en plus tendu. Il se balançait d'un pied à l'autre, les yeux parcourant la rue comme s'il s'assurait que personne ne les observait. « Je ne comprends pas pourquoi vous débarquez ici pour me poser ces questions, » continua Jason. « J'ai une réputation à préserver. Je ne veux pas qu'un journaliste ou le public me voie avec vous et commence à lancer des rumeurs. » Avant que Frank ne puisse répondre, Jason se retourna brusquement et retourna vers sa maison. « Vous feriez mieux de partir, » lança-t-il par-dessus son épaule. « Je n'ai rien d'autre à dire sur Alicia Sanders. » Frank resta figé, stupéfait par l'échange. La réaction de Jason lui paraissait complètement disproportionnée face à quelques questions simples. Pourquoi un homme d'affaires à succès serait-il aussi sur la défensive à propos d'une amitié de lycée vieille de plus de 20 ans? Alors que Jason disparaissait à l'intérieur, Frank retourna lentement à sa voiture. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il saisit le volant. Il se sentait idiot et honteux d'être venu ici, d'avoir insisté alors qu'Hélène lui avait demandé de lâcher prise. « Qu'est-ce qui m'a pris ?» murmura-t-il pour lui-même. « J'avais promis à Hélène qu'on tournerait la page aujourd'hui, pas qu'on rouvre de vieilles blessures. » Il démarra la voiture, jetant un dernier regard vers la maison de Jason avant de s'éloigner. S'il disait à Hélène qu'il était venu ici au lieu de l'aider à ranger, elle serait blessée et furieuse. Frank s'était laissé happer de nouveau par le tourbillon de questions et de possibilités qui avaient hanté les premières années après la disparition d'Alicia. Tandis qu'il reprenait la route vers la ville, Frank tenta de se convaincre de laisser tomber. La réaction hostile de Jason n'était probablement rien d'autre qu'un agacement d'avoir vu son dimanche perturbé par un souvenir douloureux de sa jeunesse. N'importe qui aurait été mal à l'aise à l'idée d'être interrogé, à l'improviste, sur une affaire de disparition aussi ancienne. Pourtant, quelque chose dans la nervosité de Jason continuait à hanter Frank. Cela semblait excessif, presque paniqué. Était-ce simplement la surprise d'être confronté à l'improviste? Ou y avait-il quelque chose de plus profond? Frank secoua la tête, s'efforçant de se concentrer sur la route. Il avait promis à Hélène qu'il tournerait moins la page aujourd'hui. Il devait honorer cette promesse et cesser de courir après les fantômes du passé. Alors qu'il rentrait en ville, Frank ne cessait de repenser à l'étrange rencontre avec Jason Murray. L'hostilité de cet homme avait été inattendue et troublante. Frank savait qu'il devait rentrer auprès d'Hélène, mais il ne pouvait se débarrasser de l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'important. Presque sans en avoir conscience, il tourna en direction du funérarium Mornington Memorial. S'il voulait vraiment clore ce chapitre de leur vie, peut-être était-il temps d'envisager une cérémonie commémorative officielle pour Alicia, même sans corps à enterrer. Le funérarium était calme lorsque Frank y entra. Une réceptionniste au visage doux l'accueillit, et après avoir entendu les raisons de sa visite, elle lui remit des brochures détaillant les services et les tarifs. Frank la remercia, prit les brochures et retourna vers sa voiture. Alors qu'il ouvrait la portière, un mouvement de l'autre côté de la rue attira son attention. Jason Murray entrait dans une quincaillerie. Quelques instants plus tard, il réapparut à la caisse, tenant une pelle et une petite boîte en bois. Frank se figea. Son regard resta fixé sur Jason, qui chargea les objets dans sa voiture. «
Frank se glissa discrètement dans son propre véhicule pour ne pas être vu. Dans le rétroviseur, il observa Jason entrer dans la boutique de fleurs voisine. Quelques minutes plus tard, celui-ci ressortit avec un bouquet de jacinthes blanches. Des jacinthes blanches. Les fleurs préférées d'Alicia. Un frisson parcourut l'échine de Frank. Cela pouvait bien sûr être une coïncidence. Beaucoup de gens aiment les jacinthes blanches, mais associées au comportement étrange de Jason et à l'appel. Le cœur de Frank s'emballa lorsque Jason plaça les fleurs dans sa voiture et s'éloigna. Sans réfléchir aux conséquences, Frank démarra sa voiture et le suivit à distance. Jason traversa la ville, puis emprunta la route côtière menant à Whitlow Cliff, une zone réputée pour ses vues spectaculaires sur l'océan et ses rares propriétés de vacances nichées dans les pentes boisées. Frank conserva une distance de sécurité, veillant à ne pas être repéré. Finalement, Jason s'engagea dans une allée privée menant à un petit cottage perché près du bord de la falaise. Frank continua sa route, puis gara sa voiture plus loin, à un endroit où les arbres offraient une bonne couverture. Il observe Jason déverrouiller la porte du cottage et entrer. Quelques minutes plus tard, Jason ressortit avec un bidon d'eau. Il le plaça dans une petite charrette de jardin, avec la pelle, la boîte en bois et le bouquet de jacinthes blanches. Jason se mit à marcher en s'éloignant du cottage, suivant un étroit sentier menant vers le bord de la falaise. Frank descendit de voiture et se glissa à travers les broussailles vers le cottage, restant dissimulé parmi les arbres. Un sentiment d'urgence croissant le poussait en avant. Il attendit que Jason soit suffisamment éloigné, puis le suivit prudemment à nouveau. Le sentier serpentait à travers des pins rabougris et des buissons fleuris, s'ouvrant enfin sur un belvédère isolé, offrant une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Le soleil de l'après-midi était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le paysage accidenté. Caché derrière une grosse formation rocheuse, Frank observa Jason choisir un endroit près du bord de la falaise. L'homme jeta des regards autour de lui, comme pour s'assurer qu'il était seul, puis commença à creuser avec la pelle. Le sol rocailleux résistait, signe qu'il n'avait pas été remué depuis longtemps. Après avoir creusé un trou d'environ 60 cm de profondeur, Jason posa la pelle de côté et s'agenouilla. Il ouvrit la boîte en bois et fixa son contenu pendant un long moment. Depuis sa cachette, Frank ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais l'expression de Jason était songeuse, presque empreinte de respect. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme s'il lisait ou revivait des souvenirs. Il feuilletait des papiers, les lisant un par un, avec lenteur et attention. Finalement, Jason referma la boîte, mais avant de pouvoir fixer le couvercle, une rafale de vent balaya la falaise. Des papiers s'échappèrent de la boîte, dispersés dans toutes les directions. Jason jura et referma rapidement la boîte pour éviter que d'autres documents ne s'envolent, puis se précipita pour ramasser ceux qui étaient tombés. Une fois les papiers rassemblés, Jason plaça la boîte dans le trou. Il déposa le bouquet de jacinthes blanches par-dessus, puis commença à reboucher la fosse. Il travailla méthodiquement, tassant la terre et versant de l'eau sur le monticule pour le compacter. Lorsqu'il eut terminé, Jason resta debout, silencieux, au-dessus de la tombe non marquée pendant un long moment. Puis d'une voix juste assez forte pour couvrir le bruit des vagues, il parla. « Je pense que tu peux porter ces souvenirs maintenant, Alicia. » Le prénom frappa Frank comme un coup de poing. Il sursauta, glissa sur des cailloux instables et se rattrapa de justesse à un tronc d'arbre, retenant son souffle pour ne pas faire de bruit. Son cœur battait si fort qu'il était sûr que Jason l'entendrait. La tête de Jason se releva brusquement. Il scruta les buissons. « Il y a quelqu'un » lança-t-il, la voix teintée de suspicion. Frank resta immobile, n'osant plus respirer. Jason attrapa la pelle et fit quelques pas vers les broussailles où Frank était caché. Il s'arrêta, tendit l'oreille, puis avança encore d'un pas. Frank se colla contre l'arbre, priant pour que les ombres le cachent. Après ce qui sembla une éternité, Jason recula. « Juste le vent » marmonna-t-il, sans grande conviction. Il jeta un dernier regard autour de lui avant de rassembler ses affaires. Au lieu de reprendre le même chemin, il fit le tour de la clairière, comme pour vérifier qu'il n'était pas observé. Enfin satisfait, il retourna au cottage avec la charrette vide et le bidon d'eau. Il posa la pelle contre le mur, entra dans sa voiture et partit. Frank attendit, comptant lentement jusqu'à 100 pour s'assurer que Jason ne reviendrait pas. Lorsque tout demeura silencieux,
Il sortit prudemment de sa cachette. Ses jambes tremblaient, mais une volonté farouche le poussait vers la terre fraîchement remuée. Il devait savoir ce qu'il y avait dans cette boîte. Il devait comprendre pourquoi Jason avait prononcé le nom de sa fille au-dessus de ce qui ressemblait étrangement à une tombe. Frank alla chercher la pelle restée contre le mur du cottage et retourna sur le site de l'enterrement. Il se mit à creuser, frénétiquement mais prudemment. La terre était encore humide et facile à déplacer. En quelques minutes, il dégagea le bouquet de jacinthe blanche, dont le parfum envahit l'air alors qu'il le déposait délicatement de côté. Juste au moment où sa pelle heurta la boîte en bois, une voix derrière lui glaça son sang. Je savais que quelqu'un était là. J'avais raison. Frank se retourna brusquement et vit Jason à quelques mètres, le visage tendu entre la colère et la satisfaction. « Tu n'aurais pas dû revenir », dit-il en s'avançant lentement. « J'ai vu ta voiture là-haut. Alors, je suis revenu par la forêt. Qu'est-ce que tu crois faire ?» Frank serra la pelle, prêt à se défendre. « J'ai entendu mon prénom. Tu as dit le nom de ma fille. Qu'as-tu enterré ici, Jason? Qu'est-ce qu'Alicia a à voir là-dedans ?» Jason blêmit. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as rien à faire ici. » Frank se tourna vers le trou partiellement creusé, décidé à découvrir la vérité. « Je vais voir ce qu'il y a dans cette boîte. »« Stop !» cria Jason en sortant une arme. « Lâche cette pelle !» Frank leva les mains. Mais dans le même mouvement, il sortit son téléphone de sa poche. « J'appelle la police. Ils doivent voir ça. Tire si tu veux, mais je suis à un bouton de les alerter. » Jason, paniqué, fit tomber le téléphone qui glissa vers le bord de la falaise. « Non !» cria Frank. Il désarma Jason d'un coup de pied, envoyant l'arme dans le vide, puis récupéra son téléphone juste avant qu'il ne tombe. Il appuya aussitôt sur le bouton SOS. « Arrête, Jason !» supplia Frank. « La police arrive. Dis-moi simplement la vérité. Alicia est morte. Rien ne changera ça. Cacher la vérité ne sert à rien. » Jason en colère. « Tu ne comprends pas. J'ai ma vie, ma réputation. Je ne peux pas tout perdre. »« Tu l'as tuée ?» demanda Frank, la voix brisée. « C'était ma fille unique. » Jason hésita, bouleversé. « Je ne savais pas ce que je ressentais pour elle. Elle n'aurait jamais dû revenir. Et toi, si tu l'avais vraiment aimée, tu l'aurais mieux protégée. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» murmura Frank, horrifié. « Tu ne l'as jamais connue comme moi. Elle revenait toujours vers moi. Mais elle m'a trahi à la fin. » Soudain, Jason attaqua Frank avec la pelle, le renversant et l'attrapant à la gorge. Frank lutta pour respirer, affaibli. Juste au moment où il allait perdre connaissance, les sirènes de police retentirent. Jason relâcha sa prise, pris de panique. Des voitures de police surgirent, les gyrophares illuminant la falaise. « Lâchez-le! Mains en l'air !» cria un agent. Jason laissa tomber la pelle et leva les mains. Il fut aussitôt menotté. Frank tomba à genoux, toussant, tandis qu'un agent l'aidait. « Ça va, monsieur ?»« Oui, merci, » répondit-il d'une voix rauque. Il désigna la terre retournée. Là, il a enterré quelque chose. Il a prononcé le nom de ma fille, Alicia Sanders. Elle a disparu il y a 22 ans. Un officier fronça les sourcils. « Sanders ? Je me souviens de cette affaire. Appelez le détective Ramirez. » Le détective arriva rapidement. « Monsieur Sanders, racontez-moi tout. » Frank parla du vieil album, de sa visite à Amy, de sa rencontre étrange avec Jason et de ce qu'il avait vu. « Je sais que je n'aurais pas dû le suivre, » dit-il. « Mais quand j'ai vu la pelle et les jacinthes blanches, les fleurs préférées d'Alicia, j'ai su qu'il y avait quelque chose. » Ramirez fit signe à l'équipe médico-légale. « Voyons ce qu'il a enterré. » Ils déterrèrent d'abord les fleurs, puis la boîte en bois. À l'intérieur, ils trouvèrent des lettres, des photos, des messages imprimés et une petite poupée en laine faite main. « Il vient d'enterrer ça, » dit Frank. Il a dit qu'Alicia pouvait garder ses souvenirs maintenant. Il gardait tout ça chez lui depuis tout ce temps. Ramirez lut les premiers documents. « Monsieur Sanders, ces messages révèlent une relation secrète entre Jason et votre fille à l'époque du lycée. C'était compliqué. » Frank regarda les papiers. Alicia semblait attirée par Jason malgré son comportement manipulateur. Elle croyait pouvoir l'aider à changer, mais Jason utilisait ses sentiments sans jamais vraiment s'engager. Le portrait d'une jeune fille pleine d'espoir, tombée sous l'emprise d'un homme toxique, se dessinait peu à peu. Cela avait duré presque 1 an,
nota la détective Ramirez en feuilletant les messages. Puis Alicia avait tenté de mettre fin à la relation. Les derniers échanges montraient sa frustration croissante face à une relation devenue toxique. Lorsqu'elle s'était finalement éloignée de Jason et avait commencé à sortir publiquement avec Brandon Knox, les messages de Jason étaient devenus désespérés, puis furieux. Dans la boîte, il y avait des photos qui firent détourner le regard de Frank, horrifié. Des images explicites d'Alicia, visiblement attachée, dans un décor rappelant le chalet d'où Jason venait. La détective Ramirez retourna les photos. À l'arrière, des mots écrits à la main. Sur l'une d'elles, la phrase « Tu dois encore m'aimer » était répétée des dizaines de fois. Une autre disait « J'ai passé un moment génial aux falaises avec toi. À toi, Jay. » La plus troublante montrait Alicia terrifiée, avec un texte délirant où Jason parlait de perdre le contrôle, d'être recherché et qu'il devait la tuer pour ne pas être découvert. Il terminait en disant qu'elle resterait à jamais dans son cœur, même si personne ne saurait jamais qu'ils avaient été ensemble. « Il va falloir interroger Jason en détail sur ce qui s'est passé », dit doucement Ramirez à un collègue. « Il n'avoue pas explicitement le meurtre. » Soudain, un autre groupe d'agents approcha en urgence. « Détective, on a trouvé quelque chose. À environ 5 mètres d'ici, le sol est différent. En creusant un peu, on est tombé sur des fragments osseux. Les jambes de Frank cédèrent. Après 22 ans d'attente et d'illusion, la vérité apparaissait enfin. L'équipe médico-légale élargit la fouille et mit au jour d'autres restes humains. La détective Ramirez s'approcha de Frank, qui observait la scène, figé. « Monsieur Sanders, voulez-vous que nous appelions votre épouse? Elle devrait être informée. »« Oui, » répondit Frank d'une voix blanche, « et contactez aussi Amy Davidson. C'était la meilleure amie d'Alicia. Elle doit savoir. » Alors qu'ils attendaient, Ramirez proposa à Frank d'aller au poste, mais il refusa. « Non, je dois rester ici. Ils doivent voir ça. On a attendu 22 ans. Je veux aller jusqu'au bout. » 1 heure plus tard, Hélène arriva, bouleversée. Elle se jeta dans les bras de Frank pendant que la détective lui expliquait doucement ce qu'ils avaient en découvert. Amy arriva ensuite, les yeux rougis par les larmes. Ensemble, ils se tinrent au bord de la Seine, unis dans le deuil. « Nous voulons déplacer ses restes, » dit Hélène d'une voix tremblante. « Elle mérite un endroit paisible, pas cette falaise. »« Nous ferons le nécessaire dès que les analyses seront terminées, » promit Ramirez. « Cela ne prendra pas plus de 2 jours. » Amy s'approcha en pleurant. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Alicia? On était meilleurs amis. Je t'aurais aidé. » Le soleil se couchait sur le Pacifique, projetant de longues ombres sur la falaise. Frank, Hélène et Amy veillaient en silence auprès d'Alicia, enfin retrouvée. « Elle rentre à la maison, » murmura Frank. « Elle rentre enfin. » 1 semaine plus tard, une flottille de bateaux se rassembla au large de Mornington, juste sous la falaise de Whitlow. Le ciel était clair. Le soleil illuminait les vagues calmes de l'océan. À l'avant du bateau principal se trouvaient Frank et Helen Sanders, Amy Davidson, le détective Ramirez et Ron Keller, récemment sortis de sa retraite. Dans les autres bateaux, d'anciens camarades de classe, enseignants et membres de la communauté. La nouvelle de l'arrestation de Jason Murray et de la découverte des restes d'Alicia avait bouleversé tout le village. Frank se tenait à la proue, tenant une urne. Après mûre réflexion, il avait décidé avec Hélène de ne pas l'enterrer dans un cimetière. Alicia aimait la mer. Elle avait voulu devenir biologiste marine. Ils allaient rendre ses cendres à l'océan. « Aujourd'hui, nous disons au revoir à Alicia Sanders, » dit le prêtre. « Après 22 ans de douleur et d'incertitude, nous déposons ce fardeau et lui offrons la paix. » Hélène s'avança. Elle adorait la mer. Elle aurait aimé reposer ici. Frank ouvrit l'urne et, avec Hélène, dispersa les cendres d'Alicia. Des jacinthes blanches furent jetées depuis chaque bateau, formant un jardin flottant. Amy, les larmes aux yeux, posa un exemplaire usé de The Secret Garden sur l'eau. « Adieu mon ami, pardon de ne jamais t'avoir rendu ton livre. » Sur le chemin du retour, la détective Ramirez s'approcha de Frank et Hélène. « Jason a avoué, dit-elle calmement. Il a tout raconté. Après l'avoir enlevé, Jason avait gardé Alicia enfermée plusieurs jours dans le chalet. Obsédé par elle depuis le lycée, il n'avait pas supporté qu'elle soit passée à autre chose avec Brandon. Il lui avait promis de rendre leur relation officielle si elle rompait avec Brandon,
et disait à tout le monde qu'elle était partie seule pour célébrer son diplôme. Mais Alicia avait refusé. Elle lui avait dit qu'après des années à essayer de l'aimer et de croire en un changement, elle avait compris qu'il était irrémédiablement brisé. La détective Ramirez poursuivit, d'une voix douce mais factuelle. Jason avait expliqué que ces mots l'avaient profondément blessé et qu'ils s'étaient violemment disputés lorsqu'Alicia avait tenté de fuir. Ils s'étaient battus au bord de la falaise. Selon lui, Alicia avait failli le faire tomber. Pris de rage, il l'avait maîtrisée puis frappée à plusieurs reprises avec des pierres. En réalisant qu'elle était morte, il avait paniqué et enterré son corps au lieu d'appeler à l'aide. Amy essuya ses larmes. Je me souviens quand Alicia m'a demandé si Jason pouvait changer. Je n'ai jamais compris pourquoi elle s'intéressait à lui alors qu'elle disait le détester. Je ne savais pas qu'ils étaient ensemble en secret. Elle se tourna vers Frank et Hélène. Je suis désolée. Si j'avais su, j'aurais peut-être pu la prévenir, la protéger. Ce n'est pas ta faute, dit Hélène d'une voix ferme. Jason était manipulateur. Alicia voulait l'aider et il a profité de sa bonté. Ron Keller, le détective à la retraite qui avait enquêté sur l'affaire pendant des années, hocha tristement la tête. Comme Alicia ne sortait pas officiellement avec lui et que Jason n'avait aucun casier judiciaire, nous avions orienté l'enquête ailleurs. Brandon Knox, son petit ami connu à l'époque, était notre principal suspect. Jason, lui, a continué sa vie comme si de rien n'était. Lorsque les bateaux accostèrent, Frank regarda une dernière fois l'océan où flottaient encore les jacinthes blanches. 22 ans d'incertitude prenaient du fin. La douleur ne disparaîtrait jamais, mais un sentiment de paix commençait à émerger. Ce soir-là, Frank et Hélène étaient assis sur leur terrasse, face au soleil couchant. Entre eux, une photo encadrée d'Alicia, prise sur la plage. Elle riait, les cheveux ébouriffés par le vent, rayonnante de vie. « Je crois qu'on peut enfin avancer », murmura Hélène en prenant la main de Frank. Pas en l'oubliant, mais en se souvenant de qui elle était vraiment. Vive, généreuse, pleine d'amour. Frank serra sa main. Elle te ressemblait tellement. Cette volonté de croire au meilleur chez les gens, de vouloir les aider. Et elle avait ton entêtement, répondit Hélène avec un sourire triste. Quand elle pensait qu'une personne valait la peine, rien ne pouvait lui faire changer d'avis. Ils restèrent silencieux, unis dans leur chagrin. Ce n'était plus un mur entre eux, mais un lien renforcé par l'épreuve. « Je repense souvent à son âge, dit Frank. Si jeune, si innocente, croyant au pouvoir de l'amour pour tout transformer. Ce n'est pas une erreur de croire en l'amour, répondit Hélène. Le monde a besoin de gens comme elle. Son erreur n'a pas été de croire que les gens pouvaient changer, mais de penser qu'elle pouvait y arriver seule. Frank acquiesça. J'aurais juste aimé qu'elle nous parle de Jason. Peut-être qu'on aurait pu l'aider. On ne le saura jamais, dit Hélène avec douceur. Mais je suis certaine qu'elle sait combien nous l'aimions, et que nous n'avons jamais cessé de la chercher. Alors que la nuit tombait sur Mornington et que les étoiles apparaissaient dans le ciel limpide, Frank repensa à cette semaine étrange. Commencé par un simple mot dans un ancien annuaire. Un livre emprunté, un détail oublié, avait mené à la vérité attendue depuis 22 ans. Le mystère de la disparition d'Alicia était résolu. Restait celui, plus profond, de vivre avec l'absence. Mais pour la première fois depuis des décennies, Frank ressentait une paix intérieure. Alicia avait été retrouvée. Elle n'était plus perdue, mais libre dans l'océan qu'elle aimait tant. Frank et Hélène continueraient à vivre, à se souvenir, et peut-être, enfin, à guérir.